Dans cette section, nous allons décrire les processus de désintégration. Dans la section suivante, nous allons décrire les processus de collision. Il est important de réaliser que la plupart des particules subatomiques sont instables. Elles ont une vie moyenne qui est finie et elles sont créées lors de collisions entre particules stables, par exemple. C'est donc très important de bien saisir et de bien comprendre les processus de désintégration et de collision et les différentes quantités qui s'y rapportent. Donc, c'est le lien entre les observables et la théorie fondamentale qui est effectuée ici. Donc, on va supposer dans ce qui suit que le système est décrit par un Hamiltonien composé de deux parties, c'est-à-dire un Hamiltonien H0 qui décrit des particules libres, donc des particules éternelles qui se déplacent en conservant leur quantité de mouvement, etc. Et d'une interaction qui permet à différentes particules d'interagir entre elles et qui permet plus généralement à certaines particules d'être créées, à d'autres de se désintégrer, et ainsi de suite. Donc, c'est une façon assez générale de voir les choses, et même s'il ne s'agit pas toujours, bien sûr, d'une interaction qui prend la forme d'un potentiel, ça va être plus général que ça, ça reste la façon dont on comprend les phénomènes généralement. Vous avez ici le schéma d'une désintégration. Donc, il y a une particule dans l'état initial, et on va souvent désigner l'état initial par la lettre I. Cette particule se désintègre en plusieurs particules dans l'état final, que collectivement on appelle F. Et on numérote les différentes particules de 1 jusqu'à n. Donc, il y a les particules 2 jusqu'à n, donc constituent l'état final. Dans un processus de diffusion, ou de collision, si vous préférez, on aurait deux particules dans l'état initial et n-2 particules dans l'état final. Donc, comment voit-on le processus de désintégration? Eh bien, on voit ça comme le passage entre un état initial, qui est l'état propre de H0 ici, vers un état final qui est aussi un état propre de H0, mais qui est constitué de particules différentes. Et entre les deux, il y a eu une transition, c'est-à-dire que les états qu'on vient d'écrire ne sont pas des états propres du Hamiltonien complet. Il y a donc une certaine amplitude de probabilité, en vertu de la théorie des perturbations dépendant du temps, pour que tel état, qui est préparé dans un état propre de H0 au début, se retrouve à la fin dans un autre état propre. Donc, il y a des amplitudes de transition entre états propres de H0 qui sont gouvernées par la perturbation V. La façon de calculer ces amplitudes est d'utiliser ce qu'on appelle la règle d'or de Fermi. On ne démontrera pas la règle d'or de Fermi ici, on va simplement l'utiliser et la décrire. Donc, c'est cette formule ici. Donc, quels sont les symboles ici? J'ai à gauche ici gamma qui est un taux de transition, c'est-à-dire une probabilité de transition de l'état initial vers l'état final par unité de temps. Donc, cette probabilité dépend bien sûr du temps qu'on lui laisse pour agir, et donc c'est pour ça qu'on parle d'un taux de transition, donc c'est une probabilité par unité de temps. Ce taux de transition est donné par cette formule. Donc, on a ici une amplitude de transition qui est mise au carré. On a une fonction delta qui s'assure de la conservation de l'énergie. Donc, l'énergie de l'état initial doit être la même que l'énergie de l'état final. Et ça, c'est vrai si le Hamiltonien et la perturbation ne dépendent pas explicitement du temps, ce qui est vrai pour les Hamiltoniens fondamentaux. Cette amplitude, donc, doit être calculée dans la théorie des perturbations au premier ordre, à l'ordre le plus bas, ou l'ordre 1, si on veut. Eh bien, elle est simplement donnée par l'élément de matrice de la perturbation V entre l'état initial et l'état final. Si on a besoin d'aller à des ordres supérieurs, c'est-à-dire, par exemple, si le résultat au premier ordre est nul, à ce moment-là, il faut considérer des termes supplémentaires dans cette série. J'en donne ici les trois premiers termes. On ne s'occupera pas vraiment du troisième terme, mais le deuxième terme va être utile. Donc, dans ce deuxième terme, il y a une somme
sur des états intermédiaires. Les états intermédiaires N sont des états propres de H0, encore une fois, qui ont une énergie En. Et j'ai affaire ici à l'élément de matrice entre l'état initial et l'état intermédiaire de la perturbation V et l'élément de matrice de la même perturbation entre l'état intermédiaire et l'état final. Autrement dit, on passe de l'état initial à l'état final en passant par un état intermédiaire. Et le dénominateur ici est important. Donc, on a ici la différence d'énergie entre l'état initial et l'état intermédiaire, qui n'a pas la même énergie que l'état initial. Sinon, il y a un problème manifestement. Donc, cette formule, on va l'utiliser abondamment. Mais pour le moment, on va simplement supposer qu'on connaît l'amplitude de diffusion. Donc, quel serait le taux de désintégration d'une particule, autrement dit la probabilité par unité de temps qu'elle se désintègre? Eh bien, il faudrait se servir de la règle d'or de Fermi comme ceci, mais faire une somme sur les états finaux possibles. Quand une particule se désintègre, et si on se place par exemple dans le référentiel du centre de masse de cette particule, elle va éjecter un certain nombre de fragments. Alors, supposons qu'il y a 2 fragments, c'est ce qu'on va supposer ici. Plus loin, on a 2 fragments, ça correspond à plusieurs états possibles parce que la direction des fragments peut varier, donc c'est des états différents puisque les quantités de mouvement sont différentes. S'il y a 3 fragments, c'est encore pire, donc il y a encore plus d'états. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire la somme des probabilités ou des taux de transition sur les différents états finaux possibles qui sont compatibles avec la conservation de l'énergie. Donc, c'est important de comprendre qu'on fait une somme de probabilité ou une somme de probabilité par unité de temps et non pas une somme d'amplitude. Autrement dit, on s'attarde ici à un processus incohérent. On somme des probabilités et on ne s'occupe pas des interférences qu'il pourrait y avoir entre les différents états. Donc, on reprend la règle d'or de Fermi qu'on avait auparavant, donc c'est les mêmes éléments, sauf qu'on ajoute ici une mesure d'intégration pour les différents états finaux. Donc, je me prépare à sommer les différents états finaux pour les particules numérotées de 2 jusqu'à n. Et bien sûr, j'ai la conservation de l'énergie ici, où donc j'ai l'énergie de l'état initial et j'ai l'énergie de l'état final, qui est simplement la somme des énergies des différentes particules. Donc, j'ai utilisé ici, sans le dire, une notation, ou plutôt une normalisation quasi continue des états, puisque je vais faire une intégrale sur les quantités de mouvement et non une somme. Mais au fond, ce que j'utilise vraiment, c'est une normalisation discrète. Je fais simplement approximer les sommations par des intégrales, mais au fin fond, j'utilise encore une normalisation discrète. Et je vais généralement avoir une perturbation V qui conserve la quantité de mouvement. Alors, ce n'est pas vrai si V est un potentiel. Donc, si j'ai une particule qui est diffusée par un potentiel, mais le potentiel est en fait une représentation simplifiée de l'action de plusieurs autres particules qu'on garde fixes. Et donc, la quantité de mouvement du projectile n'est pas conservée dans le processus. Donc, parce que le potentiel se trouve à de lui-même transférer une quantité de mouvement au projectile et que sa propre quantité de mouvement n'apparaît pas dans l'équation. Mais sinon, on aurait une perturbation qui est simplement exprimée en fonction d'interactions entre des particules et donc la somme des quantités de mouvement des particules va être conservée au cours du processus. Donc, on va supposer ici que l'amplitude de diffusion, MFI, est nulle si la quantité de mouvement n'est pas conservée. On va donc la factoriser en un facteur ici, qui se distingue par simplement une police différente, donc un caractère italique ou calligraphique, fois une loi de conservation de la quantité de mouvement qui prend la forme d'un delta de Kronecker. C'est important d'avoir ici une normalisation discrète parce qu'on a un delta de Kronecker et non une fonction delta. Et c'est important parce que la prochaine étape, il faut mettre cette amplitude au carré. Et le carré d'une fonction delta, ça n'a pas de sens. Alors que le carré d'un delta de Kronecker, c'est toujours un delta de Kronecker, n'est-ce pas? Parce que le delta de Kronecker est égal à 0 ou 1 selon les cas, et donc son carré est aussi égal à 0 ou 1. Donc, le carré de l'amplitude peut être écrit de cette manière. Et lorsque je remets ça dans la formule CIO, donc j'aurai simplement à modifier
la fonction delta parce que je devrais lui ajouter cette fonction delta sur les quantités de mouvement. Et maintenant, je passe à une normalisation continue, si on veut, la fameuse normalisation continue qu'on a vue précédemment. Et dans cette normalisation continue, le delta de Kronecker devient une fonction de delta de Dirac fois un 2pi, un facteur 2pi exposant le nombre de dimensions. Donc ici, ce serait 2pi cube. Ce qui donne au total, avec le 2pi qu'on avait ici, un 2pi à la 4 et une fonction delta qui fait intervenir toutes les composantes de la quadrille impulsion. Donc, composante temporelle pour l'énergie et composante spatiale pour les quantités de mouvement. Tout ça est combiné en une seule fonction delta. En fait, c'est un symbole qui désigne un produit de fonction delta pour chacune des coordonnées, avec ici les composantes du quadrivecteur. Donc, ici, j'ai P1 moins la somme des quadrivecteurs des produits de la désintégration. D'accord. Je continue, je vais faire une transition de plus. Je vais utiliser maintenant la notation, pardon, la normalisation relativiste. Donc, je vais passer de la normalisation continue à la normalisation relativiste. Et souvenez-vous, la seule différence entre les deux, c'est un facteur de 1 sur racine de 2 l'énergie entre les deux états. Donc, si je fais ça, bien sûr, quand je calcule, par exemple, cette amplitude et que je change la normalisation des états, ben, ça va se traduire par une amplitude différente qui va différer donc, de celle qu'on avait avant par ces facteurs de 1 sur racine de 2a. Donc, concrètement, ça veut dire que la nouvelle amplitude, c'est-à-dire la nouvelle amplitude ici qui est dans la normalisation relativiste, serait reliée à l'ancienne amplitude par ce facteur ici. Okay. Où toutes les énergies, donc toutes les particules interviennent. La particule initiale comme les particules finales. Donc, en faisant ça, donc en exprimant maintenant le taux de transition avec cette nouvelle normalisation, j'ai l'amplitude au carré, j'ai maintenant 1 sur 2e, qui provient de ça ici, et parce que j'ai mis au carré, et j'aurai pour chacune des particules de l'état final 1 sur 2e qui s'ajoute au dénominateur et qui, comme on l'a vu, rend chaque mesure d'intégration ici invariante de Lorentz. On a vu que justement, cette mesure d'intégration ici est invariante de Lorentz. On aurait une fonction delta ici, qui est aussi exprimée de manière invariante de Lorentz, si on veut. On aurait une amplitude qui, étant donné qu'elle est calculée avec des états dont la normalisation est invariante de Lorentz, serait aussi invariante de Lorentz. Et la seule chose qui n'est pas invariante de Lorentz ici, c'est l'énergie de la particule initiale, bien sûr, qui va dépendre du référentiel dans lequel on se trouve. Et elle va, en passant d'un référentiel à l'autre, subir un facteur de contraction, de dilatation du temps, si on veut, qui va aussi affecter le taux de transition, parce que c'est une probabilité par unité de temps, et le temps ne s'écoule pas de la même manière dans différents référentiels, donc c'est tout à fait normal. Faisons un exemple. Donc, exemple simple, ici, on va appliquer le résultat général au cas où on a simplement 2 particules dans l'état final, donc n égale 3. Donc, la formule qu'on avait auparavant, elle se résume à ceci. Et je vais donc E2, bien sûr, c'est l'énergie de la particule numéro 2, un des produits, et E3, l'énergie de la particule numéro 3, comme ceci. Je me mets dans le référentiel de la particule instable. Donc, dans ce référentiel, l'énergie de la particule numéro 1, c'est sa masse, tout simplement, et sa quantité de mouvement est égale à 0. Donc, j'aurai forcément que P2 doit être égal à moins P3. Donc, P2 plus P3 égale 0 par conservation de la quantité de mouvement, bien sûr, mais ça, c'est appliqué à l'aide de cette fonction delta qui est ici. Donc, je veux faire cette intégrale et je vais supposer que, bon, mais que je peux calculer MFI, bien sûr, mais je ne le connais pas, donc je vais faire quelques hypothèses sur cette amplitude. Notamment, je vais supposer qu'elle ne dépend pas de la direction des particules. Dans ce cas-ci, on a les 2 particules qui sont éjectées en fait, dans des directions opposées. Et évidemment, la direction de l'une détermine la direction de l'autre, mais je vais supposer que l'amplitude ne dépend pas de la direction. Je vais utiliser
une des fonctions delta, enfin la fonction delta sur les impulsions, je vais l'utiliser pour pouvoir intégrer sur P3. Donc, j'intègre sur P3. À l'aide de cette fonction delta, tout ce que ça fait, c'est imposer que P3 est égal à moins P2. C'est tout ce que ça fait. Donc, il me reste l'intégrale sur P2. Et j'aurai la fonction delta ici qui demeure, celle qui dépend des énergies. Donc, j'aurai l'énergie initiale moins l'énergie de la particule P2 et moins l'énergie de la particule P3. Et ce que j'ai appelé P ici, ce que j'appelle P, c'est simplement la grandeur de P2 qui est la même que la grandeur de P3. Même chose. Donc, je peux je peux écrire les deux énergies E2 et E3 comme ceci. Voilà, donc comment est-ce que je peux faire cette intégrale? Je peux continuer. Ce que je vais faire ici, bon, c'est intégrer sur les angles. Je vais mettre en coordonnées sphériques. Donc, en coordonnées sphériques, l'élément de volume sur P2 va devenir essentiellement P carré dP et j'aurai un angle solide et je vais intégrer sur l'angle solide. En intégrant sur l'angle solide, ça me donne simplement un facteur 4pi. Et quand je le combine avec ça ici, donc j'ai un facteur 4pi qui se combine aux 2pi au cube qui est ici, il y a un 8 ici, il y a un 2pi ici. Enfin, je mets tout ça ensemble et j'obtiens un 1 sur 8pi ici. Et j'ai une intégrale bien définie. En fait, j'ai une intégrale qui est faite de 0 à l'infini sur P. Et vu que j'ai une fonction delta, ça devrait être simple, n'est-ce pas? Bon, alors comment est-ce qu'on fait une intégrale sur une fonction delta comme celle-là? Il faut se rendre compte que la fonction delta dépend de P d'une manière compliquée et on peut faire facilement une intégrale avec une fonction delta pourvu que la variable d'intégration apparaisse de manière simple et linéaire dans la fonction delta. Alors pour ça, on va faire un changement de variable. On va définir une nouvelle variable d'intégration que j'appelle E, qui est en fait l'énergie totale des deux particules dans l'état final. Donc cette variable E a une dérivée par rapport à P qui se calcule facilement. Donc, j'aurai simplement cette expression-ci et je la mets au même dénominateur et j'obtiens ça. Donc, quand j'intègre sur dp, alors je vais simplement écrire ici intégrale sur dp de 3 petits points et simplement donné par l'intégrale sur dE fois dp dE fois 3 petits points. D'accord? Donc, le dp dE, je l'ai ici, je n'ai qu'à prendre l'inverse de ça. Et donc, en prenant l'inverse, les deux racines carrées qui sont ici vont annuler les deux qui sont là. C'est magique, d'accord? Et donc, je vais avoir EP au dénominateur. Donc, il y a un des facteurs de P carré ici qui va disparaître et j'aurai P. Et j'ai divisé par E. Et j'intègre sur E et j'ai cette fonction delta simplement. C'est tout simple. Alors, je vais obtenir ça ici, tout simplement, si, bien sûr, la fonction delta est dans le domaine d'intégration. Bien sûr que j'intègre, quelles sont les bornes d'intégration ici? Il faut que petit p aille de 0 à l'infini. Donc, quand petit p est 0, E est égal à M2 plus M3. Et quand petit p tend vers l'infini, ben, E tend vers l'infini. Donc, j'ai ce domaine d'intégration. Et pour que la fonction delta s'applique, il faut que M1 soit plus grand que M2 plus M3. Ce qui est normal. Au fond, il faut que l'énergie de la particule initiale, l'énergie de masse, soit plus grande que la somme des masses des particules produites par les désintégrations. Sinon, la conservation de l'énergie est impossible. Et donc, sous ces conditions, eh bien, l'intégrale se fait. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de remplacer la valeur de E par M1. Donc, c'est pour ça que j'ai un M1 carré ici. Ça sous-entend bien sûr que ce qu'il y avait dans l'amplitude ici, qui peut dépendre de l'énergie, va être adapté à cette énergie égale M1. Le fait qu'une particule instable soit associée à un taux de désintégration qui est le résultat d'une somme sur tous les états finaux possibles, donc d'un taux de désintégration gamma, mène directement à la loi exponentielle de désintégration. Donc rappelons comment on obtient cette loi, c'est assez simple. Si on a un nombre n de t, de particules au temps t, donc c'est une espèce de population de particules, si vous voulez,
Eh bien, pendant un temps dt, il y aura une probabilité gamma fois dt que chacune de ces particules se désintègre. Donc, le nombre moyen de particules qui va se désintégrer pendant ce temps-là sera gamma n dt, ce qui fait que le nombre de particules au temps t plus dt sera obtenu en soustrayant ce nombre de n de t, ce qui mène directement, en soustrayant et en divisant par dt, à l'équation différentielle qui est ici, dont la solution est élémentaire. Bien sûr, c'est une exponentielle décroissante. À cette exponentielle décroissante, on associe une vie moyenne. La vie moyenne est l'inverse de gamma. On peut montrer que justement la probabilité qu'une particule survive jusqu'à un temps t est donnée par E à la moins gamma t. Et donc, si on prend la moyenne de E à la moins gamma t, de t égale 0 jusqu'à l'infini, on obtient précisément gamma moins 1. Donc, c'est l'interprétation de ce qu'on appelle la vie moyenne et qu'on note généralement par la lettre tau. On parle souvent aussi de demi-vie. Donc, la demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que la moitié de la population des particules se soit désintégrée, ce qu'on obtient facilement ici en mettant E à la moins gamma t une demi est égal à une demi. Donc, on prend le log et tout. Donc, ça fait un rapport entre la demi-vie et la vie moyenne qui est égal au logarithme népérien de 2, c'est-à-dire 0,693. Généralement, dans le monde de la physique subatomique, on s'intéresse plus, on cite plus souvent la vie moyenne que la demi-vie. Il est possible, bien sûr, que l'état final de la désintégration soit lui-même instable et donc qu'on ait une cascade de désintégration. Par exemple, si on avait deux processus successifs de désintégration, le premier ou la première désintégration serait décrite par cette équation ici, où N1 représente la population de la première espèce qui se désintègre en la deuxième espèce, et la deuxième espèce aussi serait instable et serait, donc sa population serait gouvernée par une équation semblable où j'ai une décroissance due au taux de désintégration de, de la particule numéro 2, mais j'aurai un terme compensatoire ici qui provient du fait que le nombre de particules de type 2 augmente quand les particules de type 1 se désintègrent, et donc j'aurai une combinaison ici d'équations. Je pourrais avoir un troisième étage et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt intéressant, disons, dans la physique nucléaire, c'est moins pertinent dans la physique des particules élémentaires. Par contre, ce qui est très pertinent dans le monde de la physique des particules élémentaires, c'est la relation qui existe entre la vie moyenne ou la vie moyenne inverse, donc gamma, et l'incertitude dans la masse de la particule. Donc pour ça, on a recours à la relation d'incertitude temps-énergie. Alors je vais décrire ce que c'est ici de manière extrêmement sommaire et intuitive, et ensuite je vais introduire des concepts qui rendent cette relation un peu plus concrète, rigoureuse, si on veut. Alors, il existe, en théorie des perturbations dépendantes du temps, une relation d'incertitude temps-énergie qui prend la forme suivante. Si un état n'est pas un état propre, bien sûr, mais est une superposition d'états propres qui ont des énergies qui forment une distribution qui a une largeur à peu près égale à delta E, eh bien, cet état va demeurer tel quel, disons, pendant un temps tau qui serait relié à delta E par cette relation ici. Bon, ici, on est dans le système d'unité naturelle. Normalement, j'aurais un h bar. H bar est égal à 1 ici. Donc, essentiellement, plus l'énergie de la particule ou de l'état est bien définie, plus cet état vit longtemps. Et bien sûr, dans la limite d'un état stationnaire, un état propre du Hamiltonien, delta E égale 0, et tau est infini, l'état vit éternellement. OK, comment on peut raisonner ça de manière un peu plus rigoureuse et mathématique? Alors, supposons justement qu'on a une particule instable. Cette particule n'est pas un état propre du Hamiltonien total, puisqu'elle se désintègre. Donc, son état quantique au temps t égale 0, disons, est donné par ça ici. Et je peux me poser la question, quelle est l'amplitude de probabilité pour que cet état demeure à un temps t ultérieur? Donc, je prends l'état au temps t. Il y a une certaine
enfin, cet état va conserver une certaine projection sur l'état initial. Autrement dit, il va rester la particule initiale, mais il y a une certaine probabilité pour qu'il se soit étalé et donc qu'il se soit transformé en un état comportant d'autres particules, enfin les particules filles, si on veut, de la particule instable. Et donc, psi de t aura un recouvrement avec psi 0 qui devrait ressembler à ceci. Donc, c'est une formule, disons, phénoménologique. Il y a un terme oscillant qui vient de l'énergie de l'état psi, ou l'énergie moyenne, si on veut. Donc, un terme oscillant. Et il y a un terme décroissant qui est la racine carrée de cette loi exponentielle de désintégration. Pourquoi la racine carrée? Parce que quand je mets ça au carré ici, je devrais obtenir la probabilité que la particule ait survécu au temps t, c'est-à-dire je prends l'état au temps t, je le projette sur l'état initial qui est la particule de manière certaine, si on veut, et en mettant au carré, j'obtiens cette probabilité que la particule ait survécu et ça me donne simplement E à la moins gamma t. Bon. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape, on va introduire le concept de densité spectrale. Donc, si un état n'est pas un état propre, c'est qu'il est une superposition d'états propres. Et donc, il y a une certaine probabilité que son énergie, si on la mesure, soit égale à E, et cette probabilité n'est pas une fonction delta, c'est une distribution. Et donc, cette distribution, c'est ce qu'on appelle la fonction spectrale de l'état. C'est une fonction de l'énergie. J'aurais pu mettre une fréquence ici, j'ai mis une énergie. Une façon assez formelle de l'écrire, ce serait ceci. C'est-à-dire que je prends la valeur moyenne de la fonction delta E moins H, où H est le hamiltonien. Donc, c'est un peu curieux d'avoir une fonction delta qui contient à l'intérieur un opérateur. Il faut prendre ça au sens qu'il faut simplement introduire une relation de fermeture, donc une somme sur tous les états propres de H. Et si on introduit une relation de fermeture, bien sûr, alors j'aurai H qui agit sur un état propre, l'état propre de H s'appelle N ici, et donc j'aurai une énergie de N, qu'on appelle En, qui sortirait et qui viendrait prendre la place de H dans la fonction delta, et je pourrais écrire cette fonction spectrale simplement comme ceci. De toute façon, c'est assez intuitif comme ceci également, puisque psi, le recouvrement de psi avec N au carré, c'est la probabilité que si on mesure l'énergie, on trouve En. Autrement dit, quand on mesure l'énergie, l'état s'effondre sur un des états propres du hamiltonien, l'état N, avec une probabilité qui est donnée par ça, et ça nous donne une énergie En. Donc, en un certain sens, cette forme ici est plus élémentaire et plus facile à comprendre que celle-ci. Donc, j'introduis ce concept et on va montrer que cette fonction spectrale, en fait, pour une particule qui se comporte de cette manière, est une lorentzienne, donc une courbe comme celle-ci. D'accord? Cette fonction spectrale aurait une forme lorentzienne qui serait centrée à la valeur E0 de l'énergie, ici, et qui aurait une largeur à mi-hauteur égale à gamma. Donc, c'est ce qu'on veut démontrer. Pour le démontrer, alors on prend un petit peu de temps, ce n'est pas si complexe, mais c'est simplement qu'il y a quelques concepts à introduire. J'introduis en passant cette quantité qui est reliée à A de E, et on appelle ça la résolvante, ou parfois la fonction de Green. Ici, le terme résolvante est un peu plus approprié. Et on va montrer en passant que la relation entre la fonction spectrale et la résolvante est celle-ci. Donc, la fonction spectrale s'obtient en prenant la partie imaginaire de la résolvante quand l'argument z, qui est un nombre complexe, est égal à E plus I état. On prend la limite état tend vers 0 plus, on divise par moins 1 on divise par pi, multiplie par moins 1, et voilà. Bon. Comment fait-on cela? Bien, premièrement, encore une fois, on peut insérer dans la définition de la résolvante qui est ici une relation de fermeture. Donc, ça revient encore une fois à écrire ça ici, c'est probabilité que qu'une mesure nous fasse tomber le système dans l'état n divisé par 1, enfin, z moins en, d'accord? Donc, j'ai simplement remplacé h par en et j'ai fait la somme sur les états propres. Et maintenant, je vais appliquer cette relation que j'avais tout à l'heure. Donc, je prends la partie imaginaire
de ça en remplaçant z par e plus i état. Donc, j'ai remplacé z pardon, par e plus i état. Je prends la partie imaginaire, je multiplie par ça. Pour prendre la partie imaginaire, je dois multiplier par le conjugué au numérateur et au dénominateur. Quand je multiplie par le conjugué au numérateur, j'obtiens un moins i état et je prends la partie imaginaire. Donc, tout ce qui ressort de ça, c'est le état qui est ici. Le moins, je l'ai perdu. Et au dénominateur, ben, j'ai le module carré comme ça. Alors, si on considère cette fonction de x, en fait, parce que c'est comme si ça c'était x, cette fonction de x, c'est une lorentzienne, n'est-ce pas? Et on voit facilement que quand état tend vers 0, ça devient une fonction delta. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand on intègre sur x de moins l'infini à plus l'infini, où on obtient toujours 1, parce qu'au fond, l'intégrale de ça, ça donne une arctangente. Donc, c'est arctangente qui me donne, en fait, un pi sur 2 moins un moins pi sur 2 quand je vais de moins l'infini à l'infini. Donc, ça me donne un facteur pi. C'est pour ça que je divise par pi, d'ailleurs. Donc, ça me donne toujours 1. Et quand état tend vers 0, ben, cette lorentzienne devient de plus en plus étroite, de plus en plus haute aussi, parce que sa valeur à x égale 0 est donnée par 1 sur état. Donc, c'est une lorentzienne qui devient étroite, infiniment haute, et donc ça correspond à la fonction delta quand état tend vers 0 plus. Ce qui fait que, bon, quand je prends cette limite de cette quantité, j'obtiens bien, comme je l'ai indiqué ici, essentiellement une fonction delta. Donc, j'obtiens ceci, une fonction delta, au lieu d'obtenir cette quantité. Donc, c'est pour ça que je peux écrire la relation qui est ici. Bon, alors résumons. On a défini la fonction spectrale. On a exprimé cette fonction spectrale en fonction d'une certaine limite qui s'applique sur cette autre fonction qu'on appelle la résolvante. Si on fait ça, c'est qu'on va calculer la résolvante, c'est plus facile. Donc, pour calculer la résolvante, j'introduis une autre fonction, encore une fois. Alors, pardonnez-moi si j'accumule les définitions, qu'on appelle la fonction d'autocorrélation, S de E, qui est l'intégrale de 0 à l'infini, avec, c'est comme une transformée de Fourier finalement, sauf que j'intègre de 0 à l'infini, non pas de moins l'infini à plus l'infini. Donc, j'intègre cette corrélation temporelle, j'appelle ça une corrélation temporelle, c'est-à-dire une amplitude de probabilité pour que psi t, en fait, pour que l'état de la particule demeure dans son état initial, donc c'est ce que ça représente, mais ce n'est pas une probabilité, c'est une amplitude de probabilité ici. Donc, cette quantité, c'est celle que j'ai introduite au début. Alors, je peux l'évaluer de deux manières. Je peux soit écrire l'évolution de l'état comme ceci, et en faisant un développement sur les états propres, j'aurai ceci, c'est-à-dire avec l'évolution pour chacun des états propres, fois le recouvrement de psi avec chacun des états propres. Donc, j'ai ça d'un côté. De l'autre côté, ben, je peux prendre la forme que j'avais évoquée avant, donc celle-ci, n'est-ce pas? Donc, je peux aussi l'évaluer en écrivant ça. Donc, si je prends le chemin du haut, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'aurai ici à prendre le produit avec psi 0 qui s'applique là-dessus, donc ça me donnerait psi n comme ça, et j'aurai d'un autre côté n psi, donc le produit des deux me donne cette amplitude au carré. J'aurai une intégrale de ceci fois ça, ok? Donc l'intégrale est facile à faire. Quand je la fais, je trouve exactement ça. Okay? Donc je me retrouve avec ce que j'avais avant. Donc en fait, je me retrouve avec cette fameuse résolvante ici, d'accord, que j'ai exprimée auparavant comme ça, d'accord? Donc c'est exactement ce que j'ai. J'ai cette résolvante, je l'ai en fonction de E moins En. Donc la fonction d'autocorrélation est simplement donnée par ça, j'ai un facteur i de plus. Ça, c'est si j'emploie cette forme. Si je mets à la place cette forme, alors c'est encore plus simple parce que j'ai cette intégrale à faire qui est toute simple. J'obtiens ça ici. La conclusion de ce calcul, quand je compare cette façon avec cette façon, c'est que ceci est égal à ça. Autrement dit, j'ai la forme précise de la résolvante ici. Et donc, j'ai la forme
du poids spectral, je me sers de cette relation pour, à partir de cette forme, trouver le poids spectral qui est ici. Et c'est précisément une lorentzienne de largeur gamma. Et donc, la demi-largeur, donc c'est ce qui apparaît normalement dans la lorentzienne ou le dénominateur, donc la largeur complète, donc c'est ce qui apparaît ici, c'est gamma. Et j'ai une lorentzienne centrée à E0. Okay. Donc, revenons sur l'interprétation. D'accord? La particule est instable, son énergie n'est pas bien définie. Sa masse, donc, n'est pas bien définie parce qu'on peut se placer dans le référentiel de la particule, elle est au repos, son énergie est égale à sa masse n'est pas bien définie. Si on pouvait mesurer les énergies des particules qui résultent de sa désintégration, eh bien, on aurait quelque chose qui suit cette courbe. Donc, ce ne serait pas toujours une valeur précise. Il y aurait une incertitude. Cette incertitude, gamma, si la particule est très instable, nous permet justement de mesurer son temps de vie. Donc, le temps de vie inverse est donné par gamma. C'est un concept important en physique des particules, surtout quand on s'intéresse à des particules, des hadrons, donc qui sont souvent très instables, qui sont créées par des collisions entre protons ou pions-protons à haute énergie. Ce sont des états très transitoires souvent qui sont créés, qu'on appelle des résonances. Ben, ces résonances ont une largeur qui est mesurable expérimentalement, donc avec les détecteurs que l'on a, malgré leur erreur intrinsèque. Et ces résonances peuvent vivre très peu longtemps. Par exemple, certaines d'entre elles vont vivre typiquement uniquement le temps que la lumière prend à traverser le diamètre d'un proton ou d'un noyau atomique. Donc, c'est extrêmement court. Voilà, il y a une annexe sur la distribution de Poisson. Je n'en parle pas, donc ce n'est pas matière à examen, ce n'est pas matière du cours, mais vous pouvez évidemment la lire si ça vous chante. Tout ce que je veux dire, c'est que toutes les mesures que l'on fait en physique des particules élémentaires sont des mesures statistiques. C'est de la mécanique quantique, donc c'est forcément des mesures statistiques. Donc, quand on mesure un certain nombre de désintégrations dans une seconde, ce nombre est un nombre qui est appelé à fluctuer et qui est gouverné par la distribution de Poisson. Donc, par exemple, si une certaine particule a en moyenne 1000 désintégrations par seconde, eh bien, vu que le processus est poissonien, la variance est égale à la moyenne, donc l'écart type est égal à la racine carrée du 1000, donc à peu près 30, si on veut. Et donc, on aurait grosso modo 2 sigma de chaque côté, donc 95% du temps, il y aurait entre, je ne sais pas moi, 940 et 1060 particules qui se désintègrent par seconde, mais ce ne sera pas toujours 1000, bien sûr. Alors, merci de votre